Bonjour à tous, bienvenue à cette activité de la Fondation de l'Université de Sherbrooke et de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Concernant les dons planifiés, c'est une présentation qui est très à propos à ce moment-ci, puisque le budget fédéral de 2024 a changé considérablement les règles, ce qui fait que c'est encore plus intéressant de planifier des dons d'importance. Mon nom est Éric Hamelin, je suis directeur des programmes d'études de deuxième cycle en fiscalité ici à l'Université de Sherbrooke et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre avec deux experts qu'on a ici avec nous de chez IG Gestion privée de patrimoine qui vont nous partager leurs connaissances. Avant de parler de nos experts et de commencer, je veux simplement d'abord vous remercier tous les participants nous ont acheminé de nombreuses questions en vue de cette présentation-là. Dans la présentation, on aura réponse à beaucoup de ces questions et quelques autres questions qu'on a extraits, puis je vais poser à mes experts en cours de présentation. Malheureusement, on ne pourra pas en prendre d'autres. On doit avoir au moins une centaine de questions déjà dans notre banque, alors on est bien garni à ce niveau-là. Alors, pour commencer la présentation, laissez-moi vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Donc, d'abord, à ma gauche, Fonda Dilaver, qui s'est jointe à l'équipe de planification financière avancée d'IG Gestion de patrimoine en avril 2024 à titre de directrice générale, planification fiscale et successorale. Elle cumule plus de 10 ans, quand même, 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, planification fiscale successorale et planification de la retraite. Et elle est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires et elle a également entrepris des études supérieures en commerce international, comptabilité et fiscalité aux universités McGill et Sherbrooke. Elle est titulaire d'un certificat en fiscalité de CPA Canada et elle travaille actuellement à l'obtention de son titre TEP auprès de STEP Canada. Alors, bienvenue, merci d'être ici. Il y a également avec nous Pascal Larivière, qui est gestionnaire de division et planificateur financier chez IG Gestion privée de patrimoine au bureau Montréal-Rive-Sud depuis 2016. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance de HEC Montréal, ainsi que du titre de planificateur financier décerné par l'IPF. Également détenteur d'un diplôme de deuxième cycle en fiscalité, ici même à l'Université de Sherbrooke, Pascal dirige la gestion de patrimoine de nombreuses familles fortunées, représentant plus de 180 millions de dollars en actifs boursiers. Au quotidien, il accompagne ses clients professionnels et entrepreneurs vers l'indépendance financière et la transmission du patrimoine à la génération future en réalisant une planification financière personnalisée 360 degrés qui inclut la planification philanthropique. Alors, nos deux experts vont rentrer dans le sujet du jour qui est les dons de bienfaisance, comment les optimiser les objectifs philanthropiques par le don spécifique de titres cotés en bourse par l'utilisation de sa société de gestion. Et ils vont en profiter en même temps pour garder de façon un petit peu plus large certains concepts importants au niveau des dons de bienfaisance. Alors, Fonda et Pascal, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Hamelin. C'est toujours un plaisir d'être de retour dans les locaux de l'Université de Sherbrooke, alors que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, un étudiant puis un assistant à vos cours moi-même. Donc aujourd'hui, je vais commencer par l'ordre du jour. Essentiellement, on va diviser la présentation en deux sections. Une qui sera plus conceptuelle, théorique. Donc, c'est certain que pour les plus experts en fiscalité, ben, on a beaucoup de détails, beaucoup de crunch fiscal. Ils vont probablement apprécier. Ceux qui ont moins de connaissances techniques, ben, soyez patients. En deuxième portion, je vais revenir sur un cas plus pratique avec des projections financières que vous allez certainement trouver très intéressant. Donc, on va commencer en fait par aborder les changements à la suite du budget fédéral de 2024 qui sont tout récents relativement aux gains en capital et à l'INR. On va revenir sur les notions un peu plus de base aussi en fiscalité en termes de dons, donc les crédits d'impôt personnels, les avantages du don de titres cotés en bourse spécifiquement, et également les composantes fiscales du don corporatif. Donc, on parle d'un actionnaire d'une société de gestion qui a des avoirs dans une compagnie. Le traitement fiscal est différent. Donc, la déduction fiscale selon les types de revenus de la société, les avantages fiscaux
du titre coté en bourse dans la société et quelques exemples chiffrés là, pour comparer là, les différents résultats. On va aborder quelques autres options disponibles en matière de dons planifiés, puis ensuite, c'est là que je vais vraiment revenir sur la présentation d'un cas en planification financière intégrée pour lequel le don est inclus avec des projections financières et successorales, puis en analysant les différents résultats puis les scénarios pour identifier c'est quoi les meilleures possibilités. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Funda pour la première partie. Pour les particuliers, on a une limite de 250 000 $. Le taux d'inclusion, ça va être toujours à 50 %. C'est-à-dire que chaque année, on a 250 000 $ de limite pour pouvoir inclure notre gain en capital à 50 %. Quand on dépasse la limite de 250 000, donc le taux d'inclusion, ça va augmenter à 2/3. Donc, c'est très important pour l'année de décès. Quand on a présumé disposer tous nos avoirs, on va avoir un gros gain en capital. Et c'est aussi, il y a un impact positif sur le don dans une société, surtout quand on fait un don, c'est un titre coté en bourse. On va voir ça en exemple tantôt. Qu'est-ce qui a été changé aussi en 2024, à partir du 1er janvier 2024, le calcul de l'impôt minimum a été changé. Donc, le gouvernement a apporté le changement en 2023. Donc, depuis le 1er janvier 2024, ils sont en vigueur. L'augmentation de l'exonération d'IMR, avant, était 40 000 $ aux 2 paliers de gouvernement. Maintenant, on a augmenté à 173 205 $ pour 2024 au fédéral, à 175 000 $ au Québec. Ça va être indexé, donc chaque année, ce montant va augmenter. Et on a augmenté le taux d'IMR aussi, qui était 15 % auparavant. Maintenant, c'est 20,5 % au fédéral et ça va être 19 % au Québec. Pourquoi c'est important pour notre sujet d'aujourd'hui? Parce que le gouvernement a changé le calcul de crédit de dons pour le fin de calcul d'IMR. Avant, on incluait 100 % le crédit de don pour le fin de calcul d'IMR. Maintenant, on a réduit ça à 80 %. Et quand on fait un don de titre coté en bourse, normalement, dans le calcul ou normalement dans le calcul ordinaire d'impôt, on n'inclut pas le gain en capital. Mais maintenant, avec la nouvelle règle, on va inclure 30 % de gain en capital pour le fin de calcul d'IMR. Donc, c'est encore devient plus intéressant un don dans une société où on a plus de gains en capital parce qu'il n'y a pas de calcul d'IMR dans une société. Donc, quand une personne fait un don, dépendamment de leur taux d'imposition et combien de revenus qu'ils gagnent, on a un crédit d'impôt sur le don. Donc, notre première tranche, 200 $ de don, donne un crédit 15 % au fédéral, donne un crédit de 20 % au Québec. Le taux ensemble, après l'abattement, ça devient 32,53 % pour le premier 200 $ de don. Et selon le revenu, quand notre revenu augmente, notre crédit va augmenter aussi. On peut avoir un crédit de don jusqu'à 53,3 %. On peut faire un don et on peut utiliser le montant de don jusqu'à 75 %, sauf l'année de décès. L'année de décès ou l'année avant le décès, on peut utiliser jusqu'à 100 % au fédéral. Au Québec, depuis 2016, on peut utiliser le montant de don jusqu'à 100 %. Donc, il va y avoir une différence entre les 2 paliers de gouvernement. Que la présentation sera disponible en ligne après
la rencontre. Donc, on a parlé d'IMR. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les conséquences? On a préparé un exemple. En fait, on a pris l'exemple qui était déjà préparé au congrès de la PFF. Donc, on a un gain en capital de 500 000 et on donne un titre coté aux bourses avec une JVM de 100 000 Notre PBR est 40 000 Je ne vais pas entrer dans le détail, mais au palier fédéral, quand on calcule l'impôt standard, on a un impôt à payer à cause de notre gain en capital. Et pour le calcul d'IMR, on a une petite augmentation d'impôt, la différence impôt à payer dans l'impôt standard avec les IMR, c'est 4 400 $. Donc, l'effet de don, en fait, augmente notre IMR. À la fin, on va finir par payer 4 000 $ plus d'impôts. Au Québec, encore la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour le calcul d'IMR? Maintenant, on inclut 100% de gain en capital pour la fin de calcul d'IMR. Notre gain en capital au début, c'était 500 000 $, rappelez-vous. Et on inclut 30% de gain en capital sur les titres cotés en bourse qu'on a fait un don. Donc, ça donne 18 000. Après, on déduit le montant d'exemption qui a été augmenté de 40 000 à 173 et à 175 au Québec. Et on calcule notre crédit de don. On a un montant de revenus imposables. Après, on va déduire notre crédit de don. Dans le standard, notre crédit de don, c'est 100% qu'est-ce qu'on avait donné avec le crédit. Mettons qu'on a un revenu au palier plus haut, donc notre crédit est 53,3%. Mais pour le calcul d'IMR, on va le réduire 80% à 80%. Donc, on ne va pas utiliser 20% de crédit pour le calcul d'IMR. Et à la fin, ça va nous calculer un impôt à payer. Donc, dans cet exemple, si vous regardez, si on n'avait pas de don, on n'aurait pas de IMR à payer. Donc, si je comprends bien, si je peux me permettre de Bien résumer sûr. sur votre... Le fait de faire un don de titre, il n'y a pas d'impôt sur le gain en capital. Il n'y avait pas? Sur le gain, sur le titre qu'on donne. Oui. Par contre, ça vous donne un crédit d'impôt pour votre don, mais ça vous cause un petit peu d'impôt, ce qu'on appelle l'IMR, dont vous parlez de l'impôt minimum, à peu près 10 000 au total sur le 100 000 de gain. Puis cet IMR-là, comme vous mentionniez, il est récupérable dans le futur. On peut le récupérer dans 7 ans, dans le futur. Oui. Super. Merci. Deuxième exemple, on a un gain en capital de 10 millions de dollars et on fait un don de 2,5 millions. Cette fois-ci, ce n'est pas de titre coté en bourse. Donc, c'est seulement un don en espèces. Donc, notre gain en capital est imposable. Rappelez les règles. Maintenant, le taux d'inclusion, le premier de 150 000 $ à 50% et le restant, ça va être à 2/3. Donc, ça nous donne un gain en capital imposable de 6 625 000 $. Pour le calcul d'IMR, ce montant, on prend toujours le 100%, c'est 10 millions de dollars. Après, on déduit notre exemption et on voit l'impôt avant crédit de don. Si on n'avait pas fait un don, notre crédit serait 688 000. Ben, si on n'avait pas fait, dans le calcul standard, notre crédit serait 688 000. Pour le calcul IMR, ça réduit à 551 au fédéral. Et il y a un écart entre l'impôt standard et le calcul de IMR au fédéral qui donne un IMR de 14 000 de plus à payer. Quand on regarde au Québec, l'écart est vraiment grand, très grand. Quand vous regardez, on a 300 000 $ quasiment d'IMR au Québec, tandis qu'on a seulement 14 000 au fédéral.
Donc, dans le futur, 7 ans, ça va être difficile à récupérer ces 300 000 $ de IMR. Surtout que souvent, les gens qui ont ce genre de gain-là, c'est parce qu'ils sont à la retraite, ils Exact. viennent de vendre Ouais. une entreprise, un placement, quelque chose, puis là, bien, les revenus vont être moindres. Alors, ça peut peut-être être plus difficile de récupérer. Aussi, quand le gouvernement a annoncé le changement de règles sur les IMR, c'était en 2023. Donc, le taux d'inclusion de gain en capital n'a pas été changé. Je ne sais pas s'ils vont y apporter une correction après ces résultats parce que au niveau fédéral, avec l'augmentation de gain en capital, on n'aura jamais un IMR au fédéral parce que déjà, notre impôt coûte assez cher. Mais au Québec, parce que nos paliers d'imposition comparés au fédéral sont plus bas. Au fédéral, le maximum, on paye 33 %, tandis qu'au Québec, on paye 25,75 %. Donc, l'écart est grand. Donc, l'impôt ou calcul d'IMR, ça coûte plus cher à la fin. Ça nous donne plus grand montant d'IMR. Pour pouvoir le récupérer, dans les futurs 7 ans, soit on va, si on est capable, on va gagner un revenu plus élevé ou on va tirer de nos REER. Donc, au fédéral, on va imposer là-dessus pour pouvoir récupérer l'IMR au Québec. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais ça va coûter cher. Aussi, deuxième point important ici à voir, si on n'avait pas fait de dons, mettons, on n'a pas fait un don de 2,5 millions. Au fédéral, on n'aurait pas de IMR à payer. Et au Québec, on aurait un IMR de 172 000 seulement, comparé à 300 000. Donc, le don, malheureusement, augmente notre IMR. Avant d'effectuer un don, il est important qu'on tienne compte de sa nature. Est-ce qu'on va faire un don en espèces ou on va faire un don de titre coté en bourse? Parce qu'à la fin, on va voir dans l'exemple, donner des titres cotés en bourse ont plus d'avantages que donner en espèces. Donc, dans un petit exemple comme ça, juste c'est pour le fan d'illustration, en fait, le taux d'imposition et le taux de crédit d'impôt. Donc, ce n'est pas vraiment des vrais chiffres, c'est pour le fan d'illustration. Si on fait un don de bienfaisance de 25 000 $ en espèces, notre économie d'impôt sera 11 500 000 $, 11 500 $ pour un crédit d'impôt de 46 % avec un taux d'imposition de 40 %. Et si on fait un don de titre coté en bourse, donc notre coût initial c'est 5 000, la valeur qu'on donne c'est 25 000, donc l'économie sera 15 500. La différence de 4 000 $ démontre que c'est plus avantageux de donner en titre, si on peut. Il y a une grosse partie à ce moment-là du don qui est, entre guillemets, financé par l'impôt. Hein. Si je donne 25 000 puis j'ai une économie d'impôt de 15 000, oui. dans le fond, mon don m'a coûté 10 000, mais mon organisme est avantageux de 25 000. Oui. C'est quand même intéressant. C'est financé, oui. En fait, le gouvernement fait partie de notre don. Ben oui, effectivement. Puis j'ai l'impression que la hausse du taux d'inclusion du gain capital, comme vous le disiez, ça fait que l'économie d'impôt est encore plus grande qu'avant. Oui. C'est intéressant, effectivement. Donc, on va regarder les dons par une société par action. On a dit, quand on fait un don personnellement, on reçoit un crédit de don. Mais si on fait un don par une société, on va avoir une déduction fiscale. C'est comme une dépense dans la société. Donc, ça dépend combien de revenus on va avoir. Dans une société, on peut utiliser jusqu'à 75 % de montant du don. Mettons qu'on a 100 000 $ de revenus nets. Je fais 100 000 $ de dons. Je ne peux pas déduire mon impôt à zéro. Je peux utiliser seulement 75 %. C'est-à-dire que je peux utiliser 75 000 $ de dons. 75 % du revenu net. Revenu net, oui. Okay. Après, dépendamment quel palier d'imposition on est dans la société, quel type de revenu on gagne. Mettons, si on gagne un revenu passif dans la société, après
payer des dividendes à l'actionnaire, l'impôt net dans la société, c'est 19,5 %. Si c'est une société qui génère de revenus actifs, donc, et si on a des employés ici au Québec qui travaillent plus de 5 500 heures par année, notre taux d'imposition est 12,2 %. Et mettons que dans une entreprise pour un médecin, on n'a pas des employés, on est seul qui travaille. Notre taux augmente à 20,5 %. Et notre revenu dépasse le seuil de 500 000 $. Net, revenu net, on paye 26,5 % d'impôt au Québec. Donc, dépendamment quel type de revenu on gagne, on va avoir un taux d'imposition et notre déduction fiscale ici, ça va être en conséquence sur le don. Exemple ici, on a un revenu de 450 000 $ dans la société. Si notre taux d'imposition était 12,2 %, mon coût de don était 8 720 $ sur un don de 10 000 $ parce que la réduction d'impôt en fait que je vais sauver, ça réduit mon coût de don. Et si j'avais payé 20,5 % dans ma société, mon coût réduirait à 7 950 $. Et si j'avais un revenu qui dépassait 500 000 $, et si j'étais imposé à 26,5 %, mon coût de don réduirait encore à 7 350 $. Pourquoi le don de titres cotés en bourse sont plus avantageux dans une société? Premièrement, à cause des changements de règles, même si les règles n'étaient pas changées, mettons qu'on doit vendre un bien dans la société, un actif, on va générer un gain en capital. Avant, le taux d'inclusion était 50 %. Maintenant, c'est encore pire, c'est 6,67 %. Premièrement, on sauve l'imposition sur le gain en capital quand on fait un don de titres cotés en bourse. Et deuxièmement, notre compte dividende en capital qui nous permet de payer dividendes non imposables à l'actionnaire, ça va augmenter au total de gain en capital. Mettons que on a vendu nos titres, notre gain en capital était 100 000 $. Avec notre taux d'inclusion, c'est 66 670 $ est imposable. Et dans mon compte CDC, dans le CDC, je peux seulement avoir un tiers, c'est-à-dire que 33 333 $ si j'avais vendu mes biens dans la société. Mais si j'avais fait un don de titres cotés en bourse sans vente, j'ai aucune inclusion de gain en capital. De plus, la loi me permet d'inclure le gain en capital que normalement je devrais générer, envoyer ça dans le compte dividende en capital. C'est-à-dire que mon don ne me coûte rien. J'ai reçu la déduction d'impôt sur le don. En plus, dans mon CDC, j'ai un CDC de 100 000. La somme que je peux sortir libre d'impôt Oui. en mes mains comme actionnaire, qui est de l'argent que je vais prendre ailleurs, là, est beaucoup plus élevée parce que j'ai fait un don. Mais juste une petite question. À ce moment-là, j'ai l'impression, juste pour clarifier, là, le don de titres boursiers, il faut vraiment que les titres physiquement, là, ou les titres soient transférés à l'organisme. Oui. C'est pas que je les vends et que je prends l'argent pour payer l'organisme, là, c'est ça? Non, Hein? titre, c'est vraiment le titre physiquement, sans vendre le titre. Je transfère au compte de l'organisme. Il y a des transferts qui se font, j'imagine, dans les comptes. Maintenant, on n'a plus un papier, il n'y a plus de coupon, rien. C'est électronique. On voit le transfert électronique. Un transfert électronique. Fait que l'organisme doit devenir propriétaire du titre boursier pour bénéficier de cet avantage-là. Là. Oui. Okay. Absolument. Donc, les titres cotés en bourse, comme vous savez, c'est des actions, des obligations, des débentures, des parts de fonds mutuels, des sociétés de fonds mutuels ou des fonds mutuels constitués en société, des actions.
Donc, ça fait partie des titres cotés en bourse qu'on peut donner. On a un exemple qu'on a préparé d'un actionnaire ou une personne retraitée qui a une compagnie de gestion. Il a besoin de 100 000 $ net chaque année et il n'a pas d'autre liquidité, c'est son seul revenu. Donc, sa valeur dans sa société est 1,5 million de dollars et il veut faire un don de 25 000. Donc, on va regarder différentes options. S'il donne dans la société en espèces, s'il donne dans la société de titres cotés en bourse ou s'il verse un dividende et il fait un don lui-même. Donc, le premier colonne, c'est aucun don. On sort, l'actionnaire a besoin toujours 100 000 $ net après impôt. Donc, vous allez voir dividende imposable. À chaque ligne ici, ça change. Dépendamment combien d'impôts on paye dans la société, combien de dividendes non imposables on a dans la société. Et à la fin, on a calculé c'est quoi la valeur de notre portefeuille net après le don et c'est combien un don de 25 000 $ nous coûte. Donc, dans le cas, un don corporatif en espèces, le don nous coûte un don de 25 000 $ à peu près 20 125 $. Donc, le coût de don est 81%. Quand on fait un don de titres cotés en bourse par la société, premièrement, notre CDC augmente. On peut verser un dividende imposable moins que qu'est-ce qu'on pourrait verser sans un compte aussi élevé de CDC. Donc, l'impôt personnel coûte moins cher. On a toujours le même revenu net. Et notre don nous coûte, c'est 39% de valeur de don. Donc, on a un impôt à payer dans la société, on a un impôt à payer personnellement, mais les deux impôts, quand on compare avec les autres scénarios, ça coûte moins cher faire un don titre coté en bourse que faire un don en espèces dans la société. Puis ça coûte considérablement moins cher. Hein? Oui, C'est le même 25 000 que l'organisme a, exact. Mais c'est du kit ou double. C'est 20 000 si je donne du cash, mais si je transfère un titre boursier, c'est 9 678 avec les conditions que vous avez mentionnées, mais quand même, ça fait une différence appréciable. Je me suis appauvri de 9 600, mon organisme s'est enrichi de 25 000. Oui. Bravo. Ça donne le goût de faire le double. Ben oui, on peut faire un don plus gros, effectivement. Donc, dans la dernière colonne, on a regardé, la société ne fait pas de don. Il verse un dividende à son actionnaire. C'est l'actionnaire qui fait le don lui-même. Il a toujours, après le don, un revenu net de 100 000 $. Donc, notre don coûte 21 982 $. Si on compare le don en espèces dans la société et le don en espèces par l'actionnaire, c'est les deux cas, c'est plus proche, mais donner en espèces par lui-même comme actionnaire, c'est le pire scénario dans ce scénario-là. Alors, morale de cette histoire, il vaut toujours mieux donner, en tout cas dans ce genre de contexte-là, par la société directement que personnellement. Il y a quand même une différence là, au niveau du don. 7-8% de coût qui est là si je donne personnellement. Là. Donc, on a un deuxième exemple. Pour un don avec un montant beaucoup plus élevé, on a une valeur de 25 millions de dollars dans la société et notre actionnaire, il veut retirer tout le revenu gagné dans la société pour ne pas avoir des IMRTD, tout ça dans la société, impôts récupérés dans le futur. Donc, il récupère tout l'impôt qu'il paye. Et il va faire un don de 500 000 $. Encore, on a 4 colonnes différentes. La première colonne, on ne fait aucun don. Donc, l'impôt qui nous coûte, c'est 182 000 $. On a un dividende de compte
dividende non imposable, un compte CDC, parce que on a 25 millions de titres investis dans la société. Donc, notre revenu, c'est 7%. Et c'est 7%, 50%, ça donne gain en capital, 30% de dividendes canadiens et 20% d'intérêt. Donc, tous ces revenus, différents types de revenus, sont imposés différemment dans la société. Et à la fin, ça nous donne 182 000 $ d'impôts dans la société. Si on ne fait pas de don, on a versé un dividende imposable à l'actionnaire après avoir payé l'impôt. Et en plus, on était capable de sortir un dividende non imposable. Et son revenu net personnel, dans chaque colonne, vous allez voir, c'est toujours pareil. C'est 1 117 752 et notre valeur nette après l'impôt perso et corpo dans les sociétés et personnellement, ça donne 25 935 000. Dans le cas quand on fait un don en espèces, comme on regarde, on fait un don encore de 500 000 $. On a encore le même montant de CDC. Cette fois-ci, ça ne change rien en fait. Mais dans la société, on paye moins d'impôts parce qu'on a une déduction de dons. On a un revenu de 1,7 million. On déduit 500 000 $ de notre revenu. Donc, notre impôt nous coûte moins cher. Et pour le perso, parce qu'on va recevoir le même montant de dividendes, ça va nous coûter le même montant d'impôt. Mais notre don coûte, parce qu'on a donné 500 000 $, il nous coûte 402 000 $. Notre don de 500 000 nous coûte 402 000 seulement. Quand on fait un don de titre, encore, même scénario, 500 000 $, on paye 32 000 $ d'impôt seulement dans la société. Et regardez notre compte dividende non imposable. Ça a augmenté significativement. Et on fait un dividende à l'actionnaire moins parce que son CDC est plus élevé. À la fin, il va avoir le même montant de revenu net, mais il va payer moins d'impôts. Et la différence entre le scénario 1, si on donne un montant en espèces ou on donne en titres, donc quand ça nous a coûté 402 000 $, dans ce scénario-là, le don nous coûte seulement 97 000 $. Il y a plus de 300 000 d'écart. Oui. C'est le même don, dans le sens que l'organisme a le même 500 000. C'est juste que la forme est différente. Puis vous allez chercher tous les avantages fiscaux, notamment le CDC. Oui. C'est quand même remarqué. Honnêtement, je trouve ça même spectaculaire. Je donne 500, ça me coûte 100. Oui. Mais surtout, c'est important, l'écart de gain en capital. Mettons qu'on fait un don de titre qui a un gain en capital très élevé. Important, c'est ça. Très important. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine de donner ce titre-là. Et si c'est un titre vous tenez à cœur, vous pouvez donner, acheter le lendemain. On donne le titre boursier, puis on prend notre argent pour acheter le même titre le lendemain. Puis, je vois ici, là, quand même, le gain était à peu près de 400 000, ça fait 19 % de coût. Dans votre autre exemple de tantôt, le gain était beaucoup moins, c'était une vingtaine de mille, puis c'est 39 % de coût. Fait qu'on voit l'impact. Plus mon gain est élevé, plus les avantages fiscaux sont importants pour le donateur. Exactement. Et donc, moins ça me coûte cher, là. Effectivement. C'est un bon point. Et notre dernier scénario, à la dernière colonne, encore, on fait un don de 500 000 $, mais cette fois-ci, on ne fait pas le don par la société, on fait le don par l'actionnaire. Donc, on verse un dividende à l'actionnaire pour qu'il puisse avoir le revenu net après le don, encore le même revenu net. Donc, il faut faire un dividende de 1,9 million $. Donc, l'impôt coûte plus cher. Et à la fin, notre don nous coûte, en regardant tous les autres scénarios, le plus cher encore, faire un don par l'actionnaire. Donc, la question, est-ce que je dois faire mon don par l'entremise de ma société? Si j'ai un portefeuille que je tiens individuellement,
Et si j'ai un taux de revenu maximum marginal, c'est-à-dire que je suis imposé à 53,3%. Et ma société paye seulement 12,2% d'impôts, peut-être je suis mieux de faire le don moi-même, personnellement. 53, c'est au-dessus de 220 000 de revenus personnels à peu près, là, c'est ça, pour être au maximum. Oui, peut-être, ça dépend. Donc, la réponse, ça dépend. Et surtout pour les gens qui ont une société, on suggère fortement que vous consultiez à un expert en fiscalité avant de faire un don par la société pour calculer lequel est plus avantageux pour vous. Donc, aussi, je vais parler un petit peu des autres options de matière de planification pour le don. On peut faire un legs de bienfaisance par notre testament et on peut donner notre notre police d'assurance vie, soit par la désignation à notre décès, soit par un transfert en vivant. Et on peut faire des dons de régime enregistré, c'est-à-dire qu'on peut faire un don de notre REER par notre testament, mais un organisme de bienfaisance, il ne peut pas garder notre REER. Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qui va arriver? Le REER, ça va être disposé, l'argent de REER, ça va être transféré à la charité. Et établissement d'une fondation privée, on peut établir une fondation privée, mais ça coûte très cher. Il faut avoir un comité de gestion, il faut avoir un fiduciaire. Donc, c'est vraiment rare dans ce temps-ci qu'on voit parce que c'est complexe administrativement. Et aussi, utilisation d'un fonds à vocation arrêtée. Surtout, les institutions financières, ils donnent cette option-là. On fait un don sous le nom de notre famille, sous notre propre nom. Mettons qu'on fait un don de 100 000 $. On va recevoir notre reçu de don tout de suite. Et cet établissement financier, il va garder notre don et chaque année, aux charités qu'on a désignées ou qu'on veut donner, on peut changer ça chaque année aussi. Ils vont faire des dons à notre nom. Voilà, c'est tout. Je laisse la parole à mon collègue Pascal. Merci beaucoup. Intéressant. Je ne sais pas si tu peux me permettre, il y avait quelques questions des gens, puis j'en ai sélectionné quelques-unes. Vous avez parlé de dons de titres boursiers. Si j'ai des actions d'une société privée, est-ce que le même principe s'applique? Est-ce qu'on peut faire ce genre de don en évitant le gain à capital sur les actions? Comment ça fonctionne? Malheureusement, ce n'est pas la même chose. Okay. Donner des actions d'une société privée, premièrement, il faut qu'il soit accepté par la charité. Deuxièmement, on ne peut pas éliminer le gain en capital. On va être imposé sur le gain en capital quand on fait un don. Il faut se taxer sur le gain, contrairement aux dons. Il faut se taxer. Ça fonctionne et pas aussi, de la même façon. Il y a certaines règles à respecter pour qu'on reçoive un reçu de don par la charité. Premièrement, c'est un don, c'est un titre non admissible pour la fin de don de charité. Et c'est un don exclu. Pour qu'il soit accepté comme un don exclu, pour qu'on puisse recevoir notre reçu, il faut qu'il soit, le titre soit une action. Et le donateur qui reçoit le titre n'est pas une fondation privée, donc ça devrait être une fondation publique. Et de plus, le donateur et le donataire, ils ne devraient pas avoir un lien de dépendance. Mettons une fondation publique. Il faut des tiers, il ne faut pas que ce soit des gens qui... il ne faut pas que j'ai un lien de dépendance avec les fiduciaires, les administrateurs de la fondation publique. On veut s'assurer une certaine indépendance en bout de piste, effectivement. Excellent. Puis l'autre question, on a vu des cas où on utilisait notre crédit d'impôt, on pouvait le monnayer tout de suite, mais si jamais, pour une raison X, il n'y a pas assez de revenus cette année-là pour utiliser le crédit d'impôt. Est-ce que c'est quelque chose qui est reportable sur des années soit antérieures ou soit dans le futur? On ne peut pas le reporter en antérieur, soit c'est un don fait au décès, mais on peut le reporter 5 ans dans le futur. Dans le futur. Et c'est pour le conjoint aussi, on peut partager, on peut voir lequel don, lequel conjoint peut utiliser. On pourrait changer sur la déclaration de revenus. On va optimiser exactement. Parfait. Super. Intéressant. Mais merci. Merci. Je laisse la parole à Pascal maintenant pour
sa présentation. Ben, merci beaucoup, Funda. Moi, c'est un des éléments que je retiens le plus quand je parle à des entrepreneurs depuis les derniers mois, puis je leur demande, avez-vous trouvé des avantages à l'augmentation du taux d'inclusion pour le gain en capital de passant à 66%? Ben, dans le cas des dons, ça crée des plus gros écarts positifs quand on compare les scénarios. L'économie d'impôt est plus élevée, là, évidemment. Tout à fait. Dans les exemples qu'on a vus tantôt, là, dans le cas de dons de sociétés cotées en bourse. Donc, je vais vous présenter un cas pratique parce que, dans le fond, la réponse en termes de dons planifiés, souvent quand les gens nous demandent qu'est-ce qui est le plus avantageux, ben ça dépend. Puis, ça, c'est la réponse simple et plate, c'est que ça dépend. Puis, pour aller un peu plus en profondeur, ben nous, on a une approche qui est très systématique en termes d'une approche financière et fiscale intégrée. Donc, on va commencer par revenir au départ. C'est qui l'individu, c'est quoi son bilan personnel, ses objectifs financiers, puis on va en faire l'analyse de ses objectifs philanthropiques, puis ensuite on va faire des comparaisons, des projections pour voir c'est quoi ultimement à très long terme l'impact sur le patrimoine de donner des sommes, puis la manière dont on va les donner. Donc, dans notre exemple ici, on a un couple, Maria et Patrice. Donc, Maria, 61 ans, elle est médecin orthopédiste à la retraite et Patrice, ingénieur également. Tous les deux sont récemment retraités. Ils ont des enfants, donc ils sont parents de 4 enfants. Ils ont aussi 2 petits-enfants. Donc, dans nos discussions, on évalue que leurs objectifs, en fait, la vision de leur mode de vie, c'est de maintenir un certain rythme de vie, de dépenses intéressantes tout au long de leur retraite, puis aussi d'en faire profiter leurs enfants, leur famille de leur vivant. Ils souhaiteraient aussi léguer ultimement certains de leurs biens à leurs enfants, leur famille, dont la maison et le chalet, sans qu'ils et garder assez de liquidité pour que, dans le fond, ça puisse couvrir l'impôt au décès. Donc, que les enfants n'aient pas à vendre une propriété pour payer les impôts ou encore s'endetter. Et ils ont un objectif philanthropique précis. En fait, ils souhaitent donner 500 000 $ à un organisme de bienfaisance qui leur est cher, sans compromettre toutefois le patrimoine successoral qu'ils souhaitent léguer à leurs enfants. Puis ça, c'est typique, là. On voit souvent, les gens se demandent, bien, premièrement, est-ce que je suis indépendant financièrement selon un rythme de vie donné X ou Y? Puis si j'ai déjà des héritiers, des enfants ou des personnes de ma famille auxquelles je souhaite laisser des sommes, bien, est-ce que le fait de donner à un organisme va compromettre, dans le fond, l'héritage que j'aurais souhaité laisser d'autre part? Puis, pour répondre à ça, on va faire un exercice de projection financière. Donc, on regarde le bilan. On a un bilan personnel on voit il y a plusieurs sommes là, à titre premièrement personnel, des comptes non enregistrés, comptes bancaires, comptes CELI, REER. Ils ont aussi une résidence principale qui vaut à peu près 2 millions, un chalet familial qui est détenu par Maria qui vaut 1,5 million. Et Maria, étant donné qu'elle était médecin, elle était incorporée, là, sa pratique est incorporée, elle a accumulé des surplus durant sa vie de travail actif de 3,5 millions dans sa société, ce qui leur donne un bilan de 10 millions de dollars. Puis là, bien évidemment, on va émettre des hypothèses de projection pour dire, bien, qu'est-ce que ça donne ces actifs-là quand on les projette dans le futur? Première des choses, on va établir une espérance de vie, 95 ans pour tous les deux. C'est à savoir que selon l'Institut québécois de planification financière, pour un couple de 65 ans aujourd'hui, une personne sur 2 va se rendre statistiquement au-delà de 93 ans. Donc, des fois, quand on projette à long terme comme ça, les gens trouvent que c'est loin, mais en réalité, on fait des projections basées sur les normes actuelles. Le taux de rendement des placements, donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs investissements là, dans les différents comptes, autant au niveau corporatif que personnel. On fait une hypothèse qu'on a un profil modéré avec un niveau de rendement de 4,2 % net des frais de gestion et de conseil. Puis on a une inflation projetée, leur train de vie, leur mode de vie, leurs dépenses à la retraite va être projeté à 2,2 %. Donc, on a un écart entre les rendements puis l'inflation de 2 % qui est très minime et conservateur. Il y a des gens qui vont souvent nous dire, l'inflation n'était pas de 2 % dans les 3-4 dernières années. On a connu du 7, du 8, du 9 % mais les rendements aussi ont été beaucoup plus grands que du 4 %. Là, on projette sur une période de plus de 30 ans. Leurs dépenses de train de vie, puis ça, c'est une donnée qui est quand même majeure quand on fait des projections financières, c'est 200 000 $ net pour l'ensemble de leurs besoins.
Donc là, on va utiliser un logiciel de planification financière pour faire les projections. Puis là, on va évaluer le flux monétaire annuel. Ils ont besoin de 200 000 qui va être indexé, on le voit ici au fil du temps. Là, donc le 200 000 passe à 204, à 208, puis éventuellement 222 000 en 2029, par exemple. Donc c'est simplement l'inflation qui crée cet effet-là. Puis là, ils vont recevoir différentes sources de revenus, des versements de dividendes de la société, des comptes, des retraits, des placements REER. Puis là, il y a toute une optimisation à faire. Là. Je vais moins aller dans les détails de ça pour aujourd'hui, mais il y a toute une optimisation à faire de la stratégie de décaissement, évidemment. Puis là, on projette à long terme, puis on dit, il va rester combien à la fin? À 95 ans, c'est quoi le patrimoine qu'ils vont laisser à leurs enfants? Puis on voit que dans ce cas-là, selon les hypothèses que je mentionnais, il va rester 9 millions de dollars. Donc, on part avec une valeur de 10, puis on finit avec une valeur de 9. Donc, on pourrait penser que, dans le fond, on a juste utilisé 1 million de dollars de notre capital. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, le 9 millions, il est en dollars de leurs 95 ans. Donc, si on ramène ça en dollars d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins élevé. On voit que notre 10 millions sur le graphique spécifiquement ici là, va baisser là, aux alentours de 5-6 millions, va comme diminuer de moitié. Donc ça, c'est la meilleure façon de le voir, c'est-à-dire l'héritage qu'ils vont donner va représenter l'équivalent d'à peu près 5 millions aujourd'hui. Donc, c'est comme de dire qu'ils vont utiliser 50% de leur capital de leur vivant. Puis là, la question qu'ils vont se poser, c'est quoi les types d'actifs qui vont nous rester à l'héritage aux enfants, notamment? L'actif de mode de vie, c'était la maison, c'était le chalet. Donc, ça vaut, on a dit tantôt que la maison valait 2 millions, le chalet 1,5, on était à 3,5, ça a doublé. C'est l'effet de l'inflation au fil du temps. Là, je suis revenu en dollars futurs ici. C'est pour ça qu'on est à 9 millions en dollars futurs en 2059. Il reste aussi des comptes enregistrés, essentiellement des REER et comptes CELI. 1,6 million de CELI. Là, je fais une petite parenthèse, le logiciel tient compte qu'on peut continuer de le maximiser à chaque année. Le CELI, là, à coût de 7 000, 7 500, puis ainsi de suite. Là. Le futur nous dira si à un moment donné, il y aura un maximum, mais pour l'instant, on considère qu'on pourrait se rendre jusqu'à 1,6 million de CELI. Des règlements ou de la loi qui pourraient changer, là, effectivement. Absolument. C'est très politique. Absolument. Puis là, ça, c'est des sommes considérables qui seraient à l'abri de l'impôt. Là, ça serait super d'avoir ça, mais le temps va nous le dire. Mais ce qui est important surtout de regarder, c'est l'impôt qu'ils auront à payer au décès. Puis on voit que l'impôt payable au décès tourne autour de 1,3 million. Là, je fais des chiffrons. Ils ont assez de liquidité, notamment dans le compte CELI. Si ce n'était pas un CELI, ça serait de l'actif non enregistré, là, nécessairement. Donc, on peut payer les impôts, puis on n'a pas besoin de vendre le chalet ou la maison ou l'hypothéquer pour le léguer aux enfants. Donc là, leur objectif, en soi, il est atteint. Donc, ça permet d'aller à l'étape suivante, puis de dire, OK, maintenant, si on veut donner, comment on va le faire? Est-ce qu'on le fait à titre personnel? Est-ce qu'on le fait dans la compagnie? Est-ce qu'on le fait par des titres cotés en bourse? Il se pose... Puis là, est-ce qu'on le fait sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans? Donc là, on a émis 5 scénarios. On s'est arrêté à 5 scénarios. On pourrait en faire 25, mais évidemment, l'idée ici, c'est de tirer un peu des conclusions. Donc, don personnel en argent, 500 000 sur 5 ans, donc 100 000 par année. Don personnel en titre coté en bourse, évidemment, on a l'économie sur le gain en capital que Funda mentionnait tantôt, donc nécessairement, ça va être plus intéressant, mais encore là, à titre personnel. Don corporatif en argent, on va avoir la déduction, 500 000 sur 5 ans toujours, puis quatrième scénario, don corporatif en titre coté en bourse, donc là, le même 500 000 sur 5 ans, 100 000 par année, mais on va avoir droit à la déduction, à l'économie d'impôt sur le gain en capital et le CDC qui va être bonifié, qu'on a parlé tantôt. Puis on a fait un 5e scénario en disant, si c'était un don corporatif de titre coté en bourse, qui est généralement fiscalement plus intéressant, si on donnait 500 000 d'un coup, ça va donner quoi? Là, on va reprendre les projections de tantôt, puis on va appliquer ici les différents scénarios. Puis c'est ça qui est très intéressant avec un logiciel performant en planification financière. On est capable de toutes les modéliser, puis on clique, puis on voit le résultat que ça donne. Évidemment, il y a une complexité parce que si on dit on donne 500 000 $ par la société, là, j'ai 500 000 de moins dans mon compte d'entreprise. Donc, à ma retraite, mes décaissements que je vais faire, il va falloir que je prenne l'argent ailleurs.
il en reste encore, on avait 3,5 millions, il reste 3 millions. Mais nécessairement, le dividende qu'on va se verser va probablement être différent. Puis si il ne l'est pas durant la retraite, ben, il va l'être au décès, parce que l'impôt à payer au final sur le dividende ou sur l'argent restant dans la société, ben, on devra le payer au plus tard au décès, au deuxième décès s'il y a un roulement de conjoint. Donc, à chaque fois qu'on fait un type de don, ben, on doit demander au logiciel de réoptimiser toute la stratégie de décaissement. Puis c'est ça l'aspect. C'est pour ça que ça prend un logiciel très performant. Il y a des gens qui essaient des fois de faire ça avec des chiffriers Excel. Là, puis là, c'est compliqué. Hein? Il y a beaucoup de variables. Beaucoup de variables, surtout avec la présence d'une société par action. Donc, on voit, c'est écrit un petit peu en pâle ici. J'espère que les gens voient bien. Mais la différence, dans le fond, le montant qui est mentionné en parenthèse, c'est l'impact sur la succession nette projetée qu'on voyait tantôt. Il restait 9 millions. Le fait de donner 500 000 $, dans les différentes... on a tous nos scénarios ici, le don personnel en argent, don personnel en titre coté en bourse, le don en argent dans la société, en titre coté en bourse dans la société, tout ça sur 5 ans, puis finalement sur d'un seul coup le 500 000. Puis on voit que les impacts vont de 425 000, qui est le scénario le plus intéressant, qui coûte le moins cher, le don de titres cotés en bourse par la société. Puis si on l'avait fait au niveau personnel en argent, c'est celui qui coûte le plus cher, 777 000. Si je peux me permettre, ça, c'est l'impact à long terme sur ta projection. Exactement. Donc, je donne 500 000 là, dans les premières années, mais au total, à la fin complètement, c'est le montant dont je vais mettre entre guillemets appauvri compte tenu des rendements que j'ai perdus. Exactement. Puis on pourrait penser, moi je trouve que c'est des montants qui sont relativement faibles parce que dans les faits, si on prend 500 000 qu'on sort de notre patrimoine puis qu'on a pu, alors qu'il aurait pu continuer de générer 4-5 % de rendement toute notre vie, ben, l'impact futur sur notre succession aurait dû être peut-être probablement plus élevé. Mais là, quelques millions peut-être. Exact. Mais là, pourquoi on a des montants plus faibles? C'est parce que, évidemment, on a des avantages fiscaux notables. Dès le départ, là, dont on a parlé tantôt. Là, exactement. Donc, notre coût net de don est quand même diminué dans tous ces aspects-là. Il l'est juste plus quand on est dans un don de titres cotés en bourse par la société. Donc, évidemment, c'est le scénario qu'on va choisir. Et puis là, on voit que l'impact, bon, il nous restait, on avait 9 millions tantôt en dollars futurs, il reste 8,58 millions. Donc, on s'est effectivement appauvri, mais dans une moindre mesure, ce qui fait en sorte que quand on regarde les valeurs successorales, un peu comme tantôt, bien là, on voit que, le CELI, à ce moment-là, bien, il reste un montant différent parce que dans le fond, la stratégie de décaissement a été affectée selon comment on a alloué les sommes, comment on a fait le décaissement. Et puis, à la fin, il nous reste encore 1,2 million d'impôts à payer, mais on a assez de liquidités pour payer les impôts. Donc, leur objectif est aussi atteint. Ils n'ont pas besoin de vendre une propriété pour essentiellement payer les impôts. Puis là, on pourrait se poser la question, ça serait quoi le montant? On pourrait aller plus loin et dire, OK, dans ce cas-là, c'est quoi le montant de don qu'on pourrait donner? Est-ce qu'on pourrait donner plus? Est-ce qu'on pourrait donner 125 000 par année ou le 100 000 le donner sur 5 ans? Est-ce qu'on pourrait le donner sur 10 ans? Puis est-ce qu'on arrive jusqu'à quel point là, on a assez de liquidité pour atteindre leurs objectifs? Fait qu'on peut étirer un petit peu l'élastique comme ça pour tester. Puis surtout, ce qu'on voit en pratique, là, c'est que c'est très rassurant pour les donateurs de faire cet exercice-là parce qu'ils savent qu'ils atteignent tous leurs objectifs, là, finalement. Je reviens juste un petit peu ici en arrière pour montrer que l'impact, si on avait choisi un scénario de don de 500 000 d'un seul coup, c'est quand même plus intéressant dans la société en action. C'est quand même plus intéressant que d'avoir étalé notre don de 100 000 sur 5 ans si on l'avait fait en argent, soit dans la société ou au personnel. Donc, encore là, ça met de l'avant l'efficacité fiscale du don de titres cotés en bourse là, dans la société. Ça, c'était nos 5 scénarios sur lesquels on s'est arrêté. On aurait pu en faire beaucoup plus. On trouvait important de vous mentionner que, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas parlé beaucoup d'assurance, d'assurance vie, qui est une façon également de donner. Puis dans le cas, typiquement, quand on fait des projections comme ça avec une société dans laquelle on a des placements, une société de gestion,
puis qui a une intention successorale de léguer des sommes, que ce soit aux enfants ou à une fondation, ben, essentiellement, on va généralement recommander l'utilisation de l'assurance vie parce que c'est un des mécanismes les plus fiscalement avantageux pour transmettre le patrimoine. Essentiellement, ici, le tableau vient comparer, ben, dans une société, quand on génère des revenus de placement, on avait 3,5 millions tantôt d'actifs, on génère des revenus de placement, on paye de l'impôt sur nos revenus de placement. Le gouvernement nous en renvoie une partie quand on se verse des dividendes, là, mais au net, on en paye quand même une portion qui ne sera pas totalement récupérable. Puis, ultimement, l'argent qui va nous rester à la fin, à notre décès, bien, au premier décès, entre conjoints, on peut rouler les actions de la société, mais au deuxième décès, on n'a pas le choix de s'imposer sur l'argent qui est dans la société. Donc, si on sort l'argent, on a un dividende un jour ou l'autre à payer pour utiliser cet argent-là. La seule façon, en fait, de sortir de l'argent sans avoir à payer de l'impôt, ben, c'est via le compte de dividende en capital qu'on parlait tantôt, le CDC. Puis, une des façons de créditer le solde de CDC, le compte de dividende en capital, c'est par le capital d'essai d'une police d'assurance vie. Donc, si on met de l'argent dans la société, qu'on transfère à une police d'assurance, en fait, on investit d'une certaine façon dans la police, on place cet argent-là. Premièrement, il n'y aura pas d'impôt sur les rendements générés dans le contrat d'assurance. Puis, ultimement, à long terme, le capital d'essai va créditer le CDC en totalité, ce qui fait que cet argent-là va pouvoir être sorti libre d'impôt de la société. Fait que ça peut servir pour des gens qui souhaitent simplement optimiser leur succession, mais ça peut servir dans un cadre de don planifié parce qu'on pourrait dire, OK, dans ce cas-là, on va utiliser l'assurance pour financer le don testamentaire qu'on va faire plus tard, qui serait évidemment à titre personnel toutefois. Le don testamentaire, ça ne peut pas se faire par une société, mais dans notre testament, on peut prévoir un don qui va être financé par un capital d'essai qui a été payé par de l'argent avant impôt personnel. Dans la compagnie. Dans la compagnie. Fait que ça, c'est majeur comme impact que ça peut avoir. C'est juste que là, on n'est pas dans le même type de don que précédemment parce qu'on a donné au décès et non pas du vivant. Donc là, il faudrait revenir à l'objectif philanthropique. C'était quoi? Pour certaines personnes, ils apprécient le fait de donner maintenant pour avoir un impact maintenant. Puis voir l'impact qu'ils ont sur l'organisme. Exactement, de façon très concrète. Tandis que dans notre couple qui a 60 ans, s'il faisait un don uniquement testamentaire puis il lègue dans 30 quelques années, ben là, c'est quoi l'impact qu'ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont pouvoir en témoigner? Ben, probablement pas. Donc, mais là, un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça peut être un beau complément puis une planification globale de la donation. Puis si je ne me trompe pas, au niveau de l'utilisation de l'assurance vie pour avoir le compte de dividende en capital au décès, il y a une petite twist juridique. Là. Il y a un peu de... Il faut faire attention de la façon de le faire. Là. Oui. Juste dire, il faut, j'imagine, le planifier avec nos conseillers. Là, absolument. Puis là, c'est très technique parce que ça dépend le type de produit d'assurance qui va être souscrit. Là. Puis il faut faire attention parce que des fois, les gens disent on prend un capital d'essai, je mets 50 000 $ là-dedans, puis si je meurs demain matin, ça me donne 1 million. Cet 1 million-là, il va se rendre au CDC. Non, pas tout à fait. Là, il y a des contrats qui sont structurés de sorte que le CDC va être crédité pleinement seulement à une certaine âge, à long terme. Donc, il y a quelques considérants. Là. Absolument. Puis aussi, il y a des gens qui vont dire, est-ce que je peux bénéficier de mon CDC si j'ai emprunté de l'argent sur ma police de mon vivant? Alors là, il y a toutes sortes de techniques. Il faut faire attention. N'essayez pas ça seul à la maison. Puis je dirais même des fois, les conseillers en assurance qui peuvent vendre des produits d'assurance, ils n'ont pas toujours toutes les connaissances fiscales. Donc, ça prend quand même des conseillers fiscaux là, dans ce genre de stratégie. Mais le calcul vaut le travail. Là. C'est ça, exactement. Parce qu'en bout de piste, les avantages fiscaux sont importants. Là. Exact. Donc, je reviens un peu à la prémisse de base. Le scénario optimal, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend d'une série de facteurs. On a énuméré ici quelques questions là, typiques à se poser. Est-ce que l'actionnaire de la société de gestion, premièrement, est-ce qu'on est en présence d'une société de gestion? Si oui, est-ce que l'actionnaire de la société de gestion a besoin de sortir des liquidités de sa société pour ses besoins personnels, oui ou non? S'il n'en a pas, peut-être, s'il n'en a pas de ces besoins-là parce qu'il y a déjà des avoirs personnels, ça va changer nos conclusions. Le titre qui est coté en bourse, qui a le plus gros gain en capital latent,
Il est détenu où? Est-ce qu'il est détenu dans un compte non enregistré personnel? Est-ce qu'il est détenu dans la société? Bien, ça peut affecter nos conclusions. On remarquait que plus, évidemment, le gain en capital latent est gros dans le titre coté en bourse, dans la société, plus ça donne de l'avantage à cette stratégie-là. Est-ce que la personne de la société prévoit une imposition importante à la disposition éventuelle d'un bien? On parlait dans les premiers exemples qu'on a vu d'un gain en capital très important de 10 millions. Est-ce qu'on va vendre un immeuble? Est-ce qu'on va vendre une société privée qui va générer un gros gain? Puis c'est cette année-là qu'on veut essayer d'éliminer un petit peu, réduire un peu les impacts fiscaux. Est-ce que le montant du don qu'on souhaite faire excède 75% des revenus nets et même la repart ultimement de 5 ans? C'est beau de dire on va donner un méga don, mais si on n'a pas assez de revenus pour aller chercher... Pour prendre le crédit ou la déduction fiscale, c'est moins avantageux. Là, il y aurait peut-être eu lieu de planifier. Exact. Il y aurait peut-être eu lieu de l'étirer sur une plus longue période de temps ou de faire un mix avec un don testamentaire et autres. Est-ce que l'intention est de donner maintenant ou plus tard? Est-ce que le donateur est assurant? Je parlais d'assurance vie, encore faut-il être assurable. Donc, dans une société, il y a moyen d'utiliser le conjoint pour faire au deuxième décès. Puis bon, mais... Et à l'inverse, quand on a des gens en bonne santé, même à 70, 75 ans, parfois les produits d'assurance vie sont intéressants quand je le regarde à long terme avec les objectifs. Moi, pour l'avoir vu une couple de fois, c'est surprenant comment c'est. On pense que rendu plus vieux, ça devient trop cher, puis mais en bout de piste, ça peut être très intéressant. En fait, c'est une façon d'investir. Oui, d'investir, un autre type d'investissement, effectivement, tout dépendant des objectifs, notamment au niveau de la charité. Exactement. Puis, tout à fait, il y a des gens qui ont 75 et 80 ans, qui sont en parfaite santé, qui sont en très bonne santé, puis les assureurs, sont experts en actuariat, puis ils vont calculer que, oui, ça va durer peut-être moins longtemps que quelqu'un qui prend une police à 50 ans, mais ils calculent dans les chiffres et tout ça. Alors, à regarder. Je conclus en mentionnant quelques réflexions sur la planification philanthropique. Un don à l'organisme de bienfaisance, évidemment, peut contribuer à réduire considérablement l'impôt à payer du vivant et ou par la succession. Le don de titres cotés en bourse, on l'a vu, c'est très, très intéressant et devrait être envisagé en priorité en matière de dons planifiés, si possible, si on a des comptes non enregistrés, personnels ou corporatifs. Et bien sûr, avant de confirmer la stratégie de don, une planification financière intégrée du patrimoine devrait être effectuée parce que ça permet, moi je vois ça comme un effet de levier, de dire, je pensais que je pouvais donner 100 000 puis ça affectait tant, ou je pensais que je pouvais donner 1 million, ça affectait tant ma succession, puis finalement, je me rends compte que je peux donner peut-être le double, le triple, puis... parce que ça affecte pas aussi... généralement, les gens ont tendance à penser que ça... généralise, là, mais que ça affecte plus le patrimoine, puis ça réconforte beaucoup de donateurs de savoir qu'ils peuvent avoir un impact majeur là, sans affecter négativement leurs autres objectifs successoraux. Alors voilà. Merci à la chaire de nous avoir permis de réaliser cette présentation. Merci à toute l'équipe de la Fondation aussi de l'Université de Sherbrooke. Et je laisse les mots de la fin, professeur Hamelin. Mais merci à vous. Merci. Honnêtement, j'ai le goût de dire, wow, j'avais une idée de ce que c'était les dons de titres boursiers, mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi avantageux. Honnêtement, bravo de nous l'avoir illustré, puis merci beaucoup de votre expertise. Ce que ça me dit, votre présentation, c'est deux choses. D'abord, effectivement, non seulement la fiscalité, c'est intéressant, mais c'est significativement intéressant dans un don. On a vu un exemple pour je donne un montant, puis ça me coûte 19% du montant que je donne, et l'organisme bénéficie de 100%. Donc, c'est quand même à considérer. L'autre élément aussi que je retiens, c'est que c'est compliqué. Hein? Donc, il y a plusieurs scénarios possibles, une société personnelle, un timing aussi du don. Donc, les gens sont invités à faire appel à leurs conseillers comptables, fiscaux, juridiques pour savoir comment s'orienter là-dedans. Alors, merci, très, très intéressant. Puis, si vous permettez, quelques petits mots de la fin. D'abord, simplement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au début, mentionner que c'est ma collègue Sophie Bélanger, qui est notre experte à la maîtrise en fiscalité sur ce genre de sujet-là, qui devait animer la présentation, mais elle a eu malheureusement un contretemps de dernière minute. Alors, j'ai pris sa relève et j'en suis très, très heureux parce que j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. L'autre élément aussi, vous mentionnez que cette activité-là, ce midi, s'inscrit dans le cadre de la semaine de la philanthropie, vous le voyez, à l'Université de Sherbrooke, dont le thème est « Notre générosité change l'avenir ». Puis un petit mot sur
notamment les dons à des fondations universitaires, dont la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Quand on dit la générosité change l'avenir, évidemment, quand vous donnez dans une fondation universitaire, vous aidez les étudiants, vous aidez les enseignants, mais aussi, ça se reflète sur l'ensemble de la société parce que l'université a une mission d'aider la société dans la réflexion, à trouver toutes sortes de choses. Puis, la conférence de ce midi en est un bel exemple. Hein? C'est à partir d'équipes universitaires qu'on a réussi à développer ça. Puis on a quand même beaucoup de personnes en ligne. Là. Je pense qu'on a presque 200 personnes en ligne, plusieurs en classe aussi. Donc, les dons à une fondation universitaire, ça se reflète sur l'ensemble de la société. L'autre élément que je voulais mentionner concernant les dons à une fondation comme l'Université de Sherbrooke, c'est qu'en tout cas, chez nous à Sherbrooke, puis il y a une équipe avec Mme Roy notamment, là, qui est responsable des dons planifiés, qui est là pour aider les donateurs, dans le fond, dans leur réflexion, je dirais, à 2 niveaux. D'abord, on l'a vu aujourd'hui sur le comment, hein, comment organiser la donation. On voit que ça a un impact quand même important. Donc, les gens chez nous à l'Université de Sherbrooke ont cette capacité-là, pas nécessairement de tout dire, de quoi faire, mais d'aider les gens à réfléchir et leur conseiller aussi. Souvent, les gens ont des conseillers d'affaires, des fiscalistes qui connaissent la fiscalité en général, mais qui ne sont pas spécialisés en dons planifiés. Alors, notre équipe peut les aider à réfléchir à certains éléments pour pouvoir mettre en place une planification qui est optimale. Et l'autre élément, également dans la réflexion, c'est l'affectation du don. Hein? L'argent va servir à quoi? Mais on a 1000 projets à l'université, peut-être même plus que ça. Donc, on peut vous aider à réfléchir là-dedans et de façon très importante, confidentielle et sans obligation. On peut discuter, puis parfois, on sème une petite graine, on réfléchit. Souvent, donner des dons de cette ampleur-là, c'est une réflexion qu'on a sur quelques années, puis quand on est mûr, on le fait, mais on peut le faire avec grand plaisir. Donc, je vous invite à contacter Mme Roy à l'adresse courriel qui est là. Alors, ça complète pas mal. Je remercie aussi la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques, dont mon ami Luc Godbout, le titulaire, est ici présent pour d'avoir organisé. Je pense que c'est utile. Je vous répète que la présentation sera disponible en ligne. Le fichier, il y aura un fichier PDF et aussi une captation vidéo là, qui est en cours. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de voir au complet, ce sera disponible. Merci à tous d'avoir participé. Merci de vos questions qui ont nourri cette présentation-là, qui ont permis d'organiser. Et merci à nos conférenciers. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.